Les Voortrekkers sont sous le choc. Malgré leurs armes, leurs microbes et leur acier, ont-ils trouvé plus puissant qu'eux en Afrique? Pour l'heure, peu leur importe qui sont les Zoulous, ni comment ils ont constitué un État aussi évolué. Cherchant l'affrontement, ils rassemblent leurs forces éparpillées derrière un grand cercle de chariots et se préparent pour la bataille. À l'aube du 16 décembre 1838, plus de 10 000 Zoulous donnent l'assaut aux colons. Les Voortrekkers sont en nombre bien inférieur. Mais cette fois, ils peuvent utiliser leur technologie avec un maximum d'efficacité. Pour accroître leur puissance de feu, certains tirent pendant que les autres rechargent les fusils. Ils tiraient, redonnaient le fusil, prenaient le suivant, faisaient feu, redonnaient le fusil. De cette façon, ils pouvaient tirer toutes les 5 ou 6 secondes. Ça a été le facteur essentiel. Cette fois, pas un seul Zoulou ne parvient à s'approcher à moins de 10 pas des chariots. C'est un massacre. Les colons européens victorieux ont poussé au-delà du territoire zoulou, tandis que de nouvelles évolutions techniques leur permettaient d'accélérer le rythme de la conquête. Les chemins de fer ont été la clé. Avec eux, on pouvait transporter quantité de gens et de ravitaillements sur de grandes distances. Les Européens se sont donc mis à construire des chemins de fer pour qu'eux-mêmes et leurs ravitaillements accèdent plus facilement à l'intérieur des terres. C'est l'époque de la révolution industrielle qui introduit une arme de plus en faveur de la colonisation de l'Afrique. Une arme qui donne à un seul homme la même puissance de feu dévastatrice que celle qui a brisé les Zoulous. Ceci est une mitrailleuse Maxim. Ce qui en faisait une arme si efficace, par comparaison avec les fusils à un coup utilisés jusque-là, c'est qu'elle pouvait tirer jusqu'à 500 balles par minute, soit une puissance de feu équivalente à celle de 100 hommes armés d'un fusil à un coup. En pénétrant de plus en plus profondément en Afrique, les Européens rencontrent d'autres tribus, certaines aussi hostiles à leur arrivée que les Zoulous. Mais pour des peuples comme les Matabele, il est impossible de résister à la première arme automatique du monde. En octobre 1893, la guerre contre les Matabele ne dure que quelques heures. Cela semble être le début d'une nouvelle ère. Les Européens se fraient un chemin à l'intérieur de l'Afrique, conquérant une tribu après l'autre, s'installant où bon leur semble. Le triomphe des armes, des microbes et de l'acier. Sauf que les colons vont à présent se trouver confrontés à un nouvel ennemi qui avait été autrefois leur plus grand allié, la géographie. Tout en avançant vers le nord, les colons défrichent des terres, sûrs de pouvoir se bâtir une existence prospère en Afrique. Mais les choses se mettent à mal tourner. La terre devient impossible à labourer.
Les récoltes refusent de pousser. Les chaussures tombent en morceaux dans la boue. Et ce n'est que le début. Le deuxième grand problème rencontré par les Européens a été la mort de leurs animaux. Leurs chevaux et leurs bœufs leur avaient conféré une grande partie de leur avantage ailleurs dans le monde. Les bœufs comme bêtes de trait et les chevaux comme animaux de guerre. Mais ici, ils mouraient. Depuis des milliers d'années, ces animaux domestiqués et ces plantes assurent la survie de la civilisation européenne. Sans eux, il n'y aurait pas eu d'armes, de microbes et d'acier. Pas de conquête ni de colonisation. Et voilà que les colons sont malades à leur tour, victimes de terribles fièvres. Tandis qu'autour d'eux, les Africains, en parfaite santé, cultivent la terre et élèvent des troupeaux. Comment est-ce possible? Quels sont les secrets de cette étrange nouvelle terre? Ma théorie des armes, des microbes et de l'acier découle de la géographie. Et c'est à cause de la géographie que les Européens étaient à présent confrontés à l'échec. Les cultures européennes ont poussé au Cap parce que le Cap est un miroir de l'Europe, situé à la même latitude. Mais en progressant à l'intérieur de l'Afrique, les colons se sont déplacés vers le nord, de plus en plus près de l'équateur. À environ 23 degrés sud, près du fleuve Limpopo, ils ont franchi une limite géographique majeure, le tropique du Capricorne. Ils laissent derrière eux leur climat européen familier pour pénétrer dans un monde totalement nouveau. Les tropiques. Comparés aux zones européennes ou tempérées, les tropiques obéissent à des règles entièrement différentes. Au lieu des 4 saisons qui existent en Europe, en Amérique du Nord et dans la région du Cap, il n'y en a ici que 2. La saison sèche et la saison humide. Le blé et l'orge, qui font vivre depuis des siècles la civilisation européenne, ne sont pas faits pour survivre dans ce climat tropical. Et pourtant, les peuplades indigènes, les Zoulous, les Matabélés, toutes les tribus rencontrées par les colons sont tout autant tributaires de l'agriculture que le sont les Européens. Pourquoi réussissent-elles là où ceux-ci échouent? Aujourd'hui encore, le continent africain se compose de milliers de groupes tribaux différents. Chacun se distingue légèrement des autres par ses coutumes et sa langue. Les analyses linguistiques ont isolé une famille de langues qu'on appelle le bantou, originaire d'Afrique tropicale occidentale. Il y a environ 5000 ans, les premiers locuteurs bantous ont commencé à investir de nouvelles terres, apportant avec eux leur culture, leurs animaux et leur langue. Et au fil des siècles, la civilisation bantoue a évolué, s'est divisée en plusieurs centaines de tribus et s'est propagée à travers les régions tropicales d'Afrique. L'existence de cette civilisation panafricaine a longtemps été ignorée. Alex Koeman effectue des fouilles archéologiques sur les rives du fleuve Limpopo.
Ce site, appelé Mapungubwe, l'endroit du chacal, formait le cœur d'un royaume semblable aux premières civilisations européennes. Mapungubwe était le centre, la capitale d'un vaste État. Il y avait environ 5000 personnes qui habitaient sur cette colline, mais aussi plusieurs milliers d'autres qui vivaient dans la vallée et produisaient les surplus agricoles qui nourrissaient la ville. Ils avaient des vaches, des moutons, ils cultivaient du sorgho et du millet, ils connaissaient la métallurgie. C'était une civilisation florissante ici, en Afrique australe. Et ce n'était pas un État isolé. Il faisait partie d'un réseau économique bien plus vaste qui s'étendait dans toute l'Afrique australe et au-delà. Voici les perles de Mapungubwe, de magnifiques perles en verre bleu provenant de la côte de l'océan Indien. Grâce à elles, on sait que Mapungubwe faisait partie d'un circuit commercial international qui le reliait à la côte. C'était extraordinaire d'avoir réussi à établir un réseau aussi complexe qui allait jusqu'au nord du Botswana, en rapportait des marchandises et les transportait jusqu'à l'océan Indien. Ainsi donc, les Africains avaient surmonté les problèmes agricoles auxquels se heurtaient les colons européens. Ils avaient établi un système unique d'agriculture tropicale qui s'était propagé sur tout le continent et avait servi de base à la création de sociétés complexes qui commerçaient avec des pays aussi éloignés que l'Inde. Mais l'épanouissement de cette civilisation tropicale reposait aussi sur un autre facteur. Dès qu'ils pénètrent dans les tropiques, les Européens et leur bétail sont victimes de terribles maladies. Les fièvres font de nombreuses victimes parmi les colons, mais épargnent les habitants d'Afrique tropicale. Beaucoup d'entre eux survivent même à l'arme la plus meurtrière des Européens, la variole. La maladie qui a décimé les peuplades indigènes d'Amérique du Nord et du Sud, et les Khoisan du Cap. Comment est-ce possible? D'après Jared Diamond, tout cela tient à la géographie. Beaucoup des maladies auxquelles succombent les Européens et leur bétail sont propres aux tropiques. Ils ne les ont jamais rencontrés auparavant. C'est une inversion complète du schéma habituel. Dans le Nouveau Monde, les microbes avaient été une arme en faveur des Européens car ils tuaient les peuplades indigènes. Ici, il y avait des microbes indigènes auxquels les Européens n'avaient encore jamais été exposés. On retrouve donc là le même facteur mais qui fonctionne cette fois dans l'autre sens. Ce sont les Européens qui en sont victimes. Les colons et leur bétail importé succombent à toutes sortes d'infections et de maladies tropicales.